J'ouvre cette séance du Conseil communautaire du 26 septembre et je vais demander à Madame Michel de bien vouloir procéder à l'appel. Alors, il faut appuyer sur le bouton blanc. Non, appuyez un peu plus fermement. Voilà. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc Arnaud Murgia, Présent. Catherine Valdener, Éric Pétieux, Claire Barnéou, elle va arriver. Richard Newsbaum, Émilie Desmoulins est excusée et a donné pouvoir à Corinne Chanfray, Christian Julien, Annie Astier-Conversé, Jean-Marc Chiapponi est excusé et a donné pouvoir à Émeric Salle, Corinne Aschettino, André Martin est excusé et a donné pouvoir à Richard Newsbaum, Michel Skripnikov, Patrick Michel, Maryse François Xosa est excusée et a donné pouvoir à Olivier Fonce, Thomas Schwartz, Gabriel Léon, Francine Dardenne, Jean-Franck Viujas est excusé et a donné pouvoir à Jean-Pierre Pic, Jean-Marie Rey, Muriel Payan, Guy Hermite, Claudine Chrétien, Pierre Leroy, Vincent Faubert, Corinne Chanfray, Nicolas Galliano, Catherine Blanchard, Marine Michel présente, Émeric Salle, Présent. Gilles Perly, Thierry Aymar, Olivier Fonce, Sébastien Fine, Jean-Pierre Masson et Patricia Arnaud. Merci beaucoup, le quorum étant atteint. J'ouvre la séance du Conseil communautaire, peut-être chers collègues, en vous donnant quelques nouvelles des chantiers les plus importants que porte la communauté de communes. Bien entendu, le chantier du quartier Berwick, qui, vous l'avez peut-être vu, avance et avance bien, puisque même une partie du toit a commencé à être enlevée, et en tout cas à ce stade, on ne dénote pas de retard dans les travaux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ce sont des sujets qui sont compliqués, et notamment bien entendu, eu égard au sujet économique et d'inflation que nous connaissons toutes et tous dans nos mairies. Le deuxième sujet de satisfaction, même si ce fut extrêmement long, cher Jean-Pierre, c'est bien entendu le CIS de la Grave, qui arrive enfin à son terme, et tu nous en diras peut-être quelques mots, mais je suis vraiment heureux que ce chantier enfin se termine. Et puis peut-être vous dire aussi, à titre d'information, que nous nous sommes vus voilà quelques jours avec l'ensemble des maires et que nous avons évoqué plusieurs sujets euh, qui aujourd'hui ne peuvent pas m'amener à vous rendre compte de manière formelle, mais en tout cas peut-être deux points très précis dont nous avons discuté ensemble et sur lesquels je voudrais vraiment que nous avancions dans les prochaines semaines et que nous travaillions. C'est d'une part le sujet de la petite enfance, sur lequel nous étions tous d'accord sur l'état de fait nécessitant aujourd'hui d'essayer de travailler à des avancées pour essayer de résorber la liste d'attente pour les administrés de toute la communauté de communes et sur lequel nous avons mis quelques idées sur la table qui méritent, je crois, que nous continuions à les approfondir, mais je voulais en tout état de cause communiquer au conseil communautaire que je crois que sur ce sujet très précis nous partagions l'idée selon laquelle nos territoires touristiques méritaient de faire le maximum pour essayer d'avoir une population permanente et de l'encourager, et que le sujet de la petite enfance était absolument majeur. Je crois que ça doit faire partie des chantiers en cette rentrée que nous prenions à bras le corps. Le deuxième sujet est un sujet beaucoup plus polémique, mais que nous avons abordé très sereinement, c'est bien entendu le sujet de l'eau. Et je voulais vous en rendre compte aussi, puisque toutes et tous bien conscients que, à l'heure où nous parlons, la loi nous oblige à intercommunaliser la compétence eau en 2026 avec quelques modifications que vous connaissez bien entendu, puisque les dernières modifications de la loi permettraient, si j'ai bien compris, cher Guy, aux communes de se regrouper soit au niveau de l'intercommunalité, soit entre elles à des niveaux plus petits que l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait
des logiques différentes pour tout ou partie du territoire. En tout état de cause, ce qui a été acté entre nous était, et c'est au budget, de réserver et de lancer le plus vite possible une étude prospective sur l'unification, l'uniformisation de la compétence eau au niveau de la CCB pour déjà avoir un audit et des scénarios sur ce qu'il adviendrait à la fois sur les questions tarifaires, sur l'état des réseaux, sur les travaux à réaliser. Tous ces sujets sont extrêmement difficiles. L'état des réseaux, comme le tarif, va du simple au double en fonction de nos communes, et c'est normal. On a abordé encore ce sujet en conseil d'administration de la SPL au service d'Endurance hier. Mais en tout cas, je voulais vous proposer que nous avancions le plus sereinement possible en se disant qu'avant d'avoir des désaccords entre nous sur l'option que nous allions prendre, il fallait déjà avoir des informations techniques, chiffrées, détaillées, précises. Mais je voulais en tout cas vous proposer collectivement que nous n'attendions pas plus pour initier ces sujets, parce que si les textes de loi restent en l'état et ne sont pas amendés, au 1er janvier 2026, il faudra que nous ayons bougé, et nous sommes déjà bientôt en octobre 2023. Je crois qu'il est temps de se pencher sur la question sans parti pris et d'avancer le plus sereinement possible, même si je sais à quel point ces sujets sont difficiles. Voilà, je voulais vous rendre compte des quelques discussions qui me semblent être prioritaires pour la rentrée, la petite enfance, les modes de vie, pour essayer d'encourager tout ou partie de notre population à y rester à l'année. Je sais que nous sommes un certain nombre à avoir pris les mêmes décisions concernant la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui sont, je crois, des décisions fortes. Le gouvernement nous a donné les outils pour le faire, et je pense que ce sont des décisions fortes pour essayer d'encourager les propriétaires à remettre des biens sur le marché et pour essayer de porter une réponse à la crise du logement que nous traversons. Je n'en dirai pas plus, ce sont des débats qui sont communaux, c'est ainsi que la loi est faite, mais je voulais le saluer parce que je crois que collectivement nous avons su prendre des décisions qui tendent à améliorer ces problématiques que nous subissons toutes et tous dans nos communes. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long. Et j'ouvre ce conseil communautaire naturellement en vous demandant s'il y a des prises de parole. Monsieur Finn a demandé la parole et Monsieur Hermite. Je vous en prie, Monsieur Finn, Sébastien. Je rebondis sur vos propos concernant le côté social et je voudrais simplement remercier une personne qui a démissionné de votre conseil municipal cet été, Elisa Faure, qui a relevé au sein de cette communauté un challenge énorme puisque le défi était important. Elle a porté le projet social et notamment la mise en place de toute la politique sociale de la communauté de communes, je crois sous l'égide du vice-président en charge du social. Et je pense que ce travail-là mérite d'être reconnu et d'être de nouveau dit ce soir, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis. Elisa Faure, je crois qu'elle mérite d'être vraiment remerciée par rapport au travail, mais ce n'est qu'un début. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il est important qu'on se rencontre très très rapidement pour continuer un projet qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Je suis très touché par vos mots. Nous allons naturellement les lui transmettre et vous savez que je les partage. La parole est à Guillermy, Monsieur le Premier vice-président. Je laisse le micro. Je vous en prie. Je n'ai pas besoin de t'en approcher. Ils sont tout neufs, ils fonctionnent bien. Un mot pour approuver cette démarche relative à la gestion de la petite enfance, parce que vous savez comment, notamment à Montgelèvre, les difficultés qu'on a enregistrées sont des difficultés aiguës. Le traitement de cette responsabilité à caractère social est bien un traitement communautaire que nous devons lui appliquer, parce que la saisonnalité est à la fois très courte, mais elle est tellement porteuse d'économie, de logement et autre chose du genre que cette initiative me paraît essentielle. Par ailleurs, sur le deuxième point, qui concerne le transfert à l'intercommunalité de la compétence de l'eau, j'ai cru entendre et voir dans la presse que Géant, à Manosque, je crois, À Fort-Calquier. à Fort-Calquier, dans le cadre de la gestion de la communauté de communes, ils ont voté hier ou avant-hier
ce qui est le transfert de cette compétence. Et comme le territoire représente à peu près les mêmes morphologies que le nôtre, une mission peut-être par le biais de nos techniciens ou par le biais d'élus désignés par toi, pourrait être le moment de profiter d'une expérience qui a déjà connu une instruction, ça nous ferait gagner du temps. D'autre part, comment sont résolus les problèmes, ça serait dans le deuxième temps. Et ce que je crois, ça nous permettrait d'être encore les meilleurs du massif s'agissant des Alpes vraies. C'est comme ça, je sais pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci, cher Guy. Je partage, c'est absolument et totalement mon point de vue. C'est-à-dire que de toute façon, ce sujet sera même, enfin, il créera des tensions entre nous, puisque on va sur des tranches de prix de l'eau qui vont de à peu près 2,40 € à peu près 1 € pour certaines communes. Et certaines communes, Briançon par exemple, ont des travaux très importants à réaliser, même si on a de moins en moins et qu'on y travaille. D'autres ont des très bons réseaux, d'autres ont des moins bons réseaux. Et tout ça fait appel à des sujets qui sont difficiles. Mais pour autant, je pense qu'ils seront beaucoup plus difficiles si on les aborde 6 mois avant et qu'on doit les gérer sous la contrainte. Donc je préfère que nous les abordions sereinement. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais ouvrir l'ordre du jour et vous demander s'il y a des remarques sur le procès verbal du Conseil du 12 juillet 2023. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Y a-t-il des remarques ou questions sur les décisions du bureau, du président ou des arrêtés? S'il n'y en a pas, je vais mettre le compte-rendu des décisions du président aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Je mets ensuite aux voix les décisions du bureau. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, les arrêtés. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. L'ordre du jour appelle non pas à un vote, mais à un débat éventuel entre nous sur le compte-rendu du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la communauté de communes du Briançonnais. J'en dirai quelques mots, mais quelques mots rapides si vous me le permettez, puisque c'est un audit qui concerne majoritairement la mandature précédente sur laquelle beaucoup de choses ont été dites, même s'il y a bien entendu des éléments qui concernent notamment la première année du mandat qui sont évoqués. Si certains éléments appellent des questions ou un débat de votre part, ayons-le le plus librement possible. Ils sont abordés principalement deux points qui, me semble-t-il, méritent d'attention. C'est bien entendu la situation financière de la CCB, Olivier, que tu connais plus que de raison et qui est bonne, en tout cas là, au moment où s'arrête le rapport, c'est-à-dire à la fin de la première année du mandat, mais il ne vous a pas échappé qu'on rend compte au moment de tous les documents budgétaires, on a d'ailleurs une DM ce soir. Globalement, la situation de la CCB est plus que très acceptable. Nous avons un endettement très faible, un autofinancement et un fonds de roulement qui sont très élevés et des ratios qui sont bons, même si le rapport pointe bien la difficulté. On parle de l'effet ciseau, moi j'aime pas vraiment ce terme. Enfin bon, globalement, on voit bien que on a des charges qui s'élèvent au fil des ans depuis 2014. Hein, voilà, je me permets un commentaire transverse puisque de toute façon c'est très lié à la prise de compétences que les textes de loi votés depuis 10 ans au fur et à mesure donnent aux communautés de communes et bien entendu des recettes qui n'ont pas un dynamisme extraordinaire. En réalité, ce que montre sur les aspects financiers ce rapport, c'est que les décisions qui sont prises au Parlement concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, enfin des sujets que vous connaissez par cœur, sont tout de même des sujets qui sont difficiles pour les finances des collectivités locales. Le deuxième sujet, vous voudrez y revenir ou pas, mais c'est un sujet que vous connaissez par cœur et qui a fait des heures et des heures de débat dans cette salle. C'est bien entendu le sujet de la compétence touristique. Donc voilà, globalement, les débats que vous avez eus, je n'étais pas dans cette assemblée lors de la mandature précédente, ils sont relatés sur l'impact de la loi NOTRe, qui globalement, sur la compétence touristique, a créé l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je crois pas que. Enfin, voilà, je pense que ce qui est apporté dans ce rapport est connu finalement. Ça ne lui enlève pas la qualité, mais il est connu et globalement,
voilà, je pense que c'est globalement des débats que nous avons eus et qui pour certains datent un peu, sont un peu datés, parce que c'est vrai que ça évoque des sujets comme Smart Mountain, etc., qui sont globalement derrière nous, notamment depuis la crise du Covid et depuis le changement de politique montagne de la région et du département qui ont amené quand même un changement assez important sur tous ces sujets est évoqué bien entendu l'appropriation de la compétence mobilité par la CCB et là pour le coup c'est plutôt intéressant parce que ça pose des questions auxquelles du coup l'avenir a répondu. Peut-être vous préciser de manière formelle que nous attendions ce rapport depuis de nombreux mois et voilà donc du coup enfin c'est pas que c'est daté mais enfin très globalement voilà, je livre à votre débat et à vos remarques si vous le souhaitez. On n'a pas de vote à effectuer, mais en tout cas, c'est un document que nous devons soumettre au Conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, monsieur le Premier vice-président et ensuite monsieur Faubert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un mot pour vous dire que j'ai reçu récemment une correspondance de la présidente de la Chambre régionale des comptes évoquant les périodes d'intérim que j'ai fait à cette époque-là, avec une pensée pour ceux auprès desquels j'ai collaboré, et vous dire qu'il n'y a pas d'observation à formuler aux décisions que j'ai pu prendre lors de cette période-là. Chers collègues, je vous remercie, parce que c'est grâce à certains d'entre vous, bien évidemment. Et en rappelant peut-être simplement un mot, débat sur les offices du tourisme, tel qu'on le qualifie, ce n'est pas le débat qu'il fallait qu'on ait. C'est un débat sur le tourisme, ce qui est différent, parce que ce qu'on sert tous ensemble, c'est l'activité. Et ce dont on a besoin, c'est les objectifs, que les objectifs soient atteints. Voilà, mesdames et messieurs, mais tout est à faire, n'est-ce pas? L'avenir vous appartient. Et à vous aussi. C'est très joliment dit. Merci. Je te sens très inspiré, mon cher Guy. Monsieur le maire de Puy-Saint-Pierre, cher Vincent, vous avez la parole. Merci, Président. Non, simplement, comme vous l'indiquiez, le rapport était attendu depuis un moment et c'est vrai que le décalage dans le temps, effectivement, comme vous le signalez, du coup, il n'y a qu'une année de cette nouvelle mandature qui rentre dans le champ d'analyse de la Chambre. Donc, on comprend bien que c'est qu'un premier cahier, comme cela figure sur le document. Est-ce que vous avez des indications sur le nombre de cahiers qu'il y aura, le nombre de rapports qui restent à publier et en termes de calendrier, savoir si ça va arriver prochainement ou s'il faut attendre la fin du mandat, ce qui créera un décalage. Il y a deux autres rapports et Magali Rompierre me rafraîchira la mémoire si j'ai oublié quelque chose, mais il y a un rapport qui a trait à l'assainissement et un rapport spécifique à la SPL ESHD et les deux sont en phase contradictoire. Donc on peut espérer dans l'année ou les 2 ans qui viennent que ces derniers arrivent en phase définitive. Je n'ai rien oublié, Magali? Très bien. Voilà, les cycles d'eau. Voilà. Monsieur Fons a demandé la parole. Oui, je voulais juste parler du tourisme, puisqu'effectivement, on en a parlé rapidement. C'est vrai que l'OTHV n'a pas d'incidence financière sur la communauté de communes, puisque ce sont les communes membres qui financent le besoin. Par contre, ils avaient un souhait d'un investissement en particulier au niveau du site Internet, et je pense qu'on pourrait faire un petit effort compte tenu de la collecte de la taxe de séjour qui devrait nous permettre quand même de les aider. Voilà. Alors, je vais être le plus clair possible sur ce sujet. D'une part, j'attendais, et vous le savez depuis longtemps aussi, une réponse des services de l'État sur le sujet de nos AC, qui, semble-t-il, va arriver dans les jours qui viennent. Et par ailleurs, j'ai des propositions à vous faire sur les sujets fonciers et investissements. Je voudrais juste que les choses soient carrées sur les aspects de financement, d'abord avec l'État, pour vous proposer de vous réunir en compagnie d'Éric et vous faire un certain nombre de propositions assez claires et assez concrètes. Si vous en êtes d'accord, je vous donne rendez-vous avant la fin du mois d'octobre pour qu'on ait cette discussion de manière très claire. Mais je préfère l'aborder avec les maires concernés de l'OTHV avant d'en parler en conseil communautaire. Rien de révolutionnaire, rassurez-vous, mais j'ai des propositions à mettre sur la table sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet où je peux considérer qu'il est clos? Très bien, je vous remercie. L'ordre du jour appelle à l'approbation du rapport annuel 2022 de la SPL Area Région Sud, qui, comme vous le savez, est en voie de dissolution, avec laquelle nous ne travaillons plus, n'a pas donc un immense intérêt, sauf si ça appelle des remarques de votre part.
Si ça n'en appelle pas, en demandant peut-être juste à Vincent si tu peux éteindre ton micro. Pardon. Merci, parce qu'après je peux pas redonner la parole sinon. Et si ça n'en appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Le rapport suivant, c'est l'approbation du rapport 2022 de la SPL au service Haute-Durance, sur lequel je me permettrai juste de faire la remarque que j'ai faite lorsque nous avons travaillé ce rapport en commission, c'est que il est heureux de pouvoir observer que la SPL enfin a un résultat positif et peut-être vous dire, puisqu'on était en CA hier soir, que ce sera aussi un résultat positif pour 2023. Ce qui montre que le plan de sauvetage que nous avons mis en œuvre a fonctionné et que la SPL retrouve non pas une solidité financière, ce serait un bien grand mot, parce qu'au bout de 2 ans on n'en est pas là, mais en tout cas une situation qui est largement assainie, et je voulais vous en faire état parce que il me semble que si on veut prétendre à accueillir plus de communes, que la loi nous l'impose ou pas, parce que le mieux ce serait encore que nous le fassions sans que la loi nous l'impose, encore faut-il que la situation de la structure qui peut vous accueillir, parce que ce serait bien logiquement la SPL, soit saine, et ce rapport vous en donne confirmation. Vous le voyez sur les questions d'endettement comme sur les questions financières plus générales. Ça me permet d'ailleurs de passer un message qui fera probablement plaisir à Jean-Marc Caponi et à la directrice générale. Je me permets de rappeler aux communes qui à ce stade n'ont pas engagé les travaux de compteurs d'eau, qui se reconnaîtront, que je tiens à leur disposition le numéro de téléphone de la directrice générale de la SPL. Elle vous répondra avec un immense plaisir et elle n'hésitera pas là-dessus à vous conseiller ou même à vous faire un devis. Voilà. Message passé, si Jean-Marc nous entend, je pense qu'il en sera heureux. Voilà. Mais il n'y a aucun reproche, naturellement. Ah, voilà. Bon. On y reviendra peut-être pour la délib sur le FSST, si on est d'accord. Très bien. Merci. Ensuite, je vais vous proposer de reconduire 2 représentants pour le comité de programmation leader. Et là, je vais avoir besoin de l'aide d'Eric parce que Eric, tu es le titulaire et Richard est le suppléant. Donc, je vais vous proposer de reconduire cette nomination qui était déjà donc la même. Est-ce que ça pose des questions ou des remarques? Je vous remercie, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et on me fait remarquer que j'ai oublié de faire voter le rapport sur la SPL. Donc je vais le mettre aux voix aussi, le rapport sur la SPL 2022, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a une abstention, Madame Dardenne. Est-ce que vous avez un pouvoir? Vous n'en avez pas. Il y a une abstention. Je vous remercie. Le rapport est adopté. Et je passe la parole à Émeric Salle qui va vous présenter le bloc ressources humaines de ce conseil. Merci Président. Bonsoir à tous. Et donc la première délibération, c'est la traditionnelle modification du tableau des emplois. Donc le premier point qui concerne le pôle cohésion sociale et territoriale, je vous ai proposé une création d'un poste non permanent, tout simplement pour répondre à l'accroissement d'activité. Vous savez qu'on a repris donc la gestion du cinéma Eden. Donc il s'agit d'un temps non complet à 30 heures mensuelles. Donc c'est sur une durée d'1 an sur le grade d'adjoint technique, donc fonction de projectionniste. Et il vous est précisé que c'est au groupe 2 de l'IFSE, donc du régime indemnitaire. Deuxième point, c'est une modification du cadre d'emploi de référence d'un poste d'assistant d'accueil petite enfance en crèche. C'est tout simplement pour pouvoir correspondre au recrutement, puisque nous avons recruté sur le cadre d'emploi des ATSEM. Donc il vous est juste indiqué et proposé cette modification du cadre d'emploi pour permettre à coller à ce recrutement. Ensuite, concernant le pôle ressources, une création d'un poste d'assistant administratif pour les fonctions ressources. Donc ce poste, il sera partagé sur plusieurs services, à 50% sur le service ressources humaines, 25% sur le service ressources numériques et informatiques et 25% sur le service patrimoine bâti non bâti. Donc ces 3 services se répartiront le temps complet sur le cadre d'emploi d'adjoint administratif au groupe 2 d'IFSE. Et enfin, une modification d'un poste d'agent comptable qui, lors de sa création, avait été prévu pour le centre social intercommunal, mais vous savez que les missions de suivi financier sont centralisées aux ressources financières, au service ressources financières, pardon. Et donc, il vous est proposé de modifier le cadre d'emploi tout simplement pour mieux coller
au poste. C'est des modifications qui entreront en œuvre au 1er octobre et il vous est précisé qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix, sauf si c'est l'appel à des questions de votre part. Si on n'appelle pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Vous avez à nouveau la parole. Une abstention, pardon, je ne vous avais pas vu, Mme Dardenne. Oui, merci. Donc cette délibération, c'est très simple. C'est suite également au recrutement donc, sur le cadre d'emploi d'ATSEM. Il vous est proposé donc de modifier, d'actualiser, pardon, d'ajuster la délibération que nous avions prise sur le RIFSEP en ajoutant donc le cadre d'emploi des ATSEM pour pouvoir donner le régime indemnitaire à l'agent recruté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Je vais la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci. Cette délibération, elle concerne donc une convention de partenariat entre la collectivité et l'établissement de services de réadaptation professionnelle de la Fondation Edith Selzer. Donc le but de cette convention, c'est de développer et encadrer l'accueil dans les services de la collectivité de stagiaires en insertion professionnelle. Donc cette convention, tout simplement, elle présente les objectifs, les conditions d'accueil de ces stagiaires. Donc il y a des engagements, bien sûr, qui seront à charge de la collectivité, mais aussi de la Fondation Edith Selzer. Certaines étapes des parcours de formation, notamment des interventions pédagogiques, entretien d'embauche fictif, participation à des événements relatifs à l'insertion professionnelle. Voilà, donc cette convention de partenariat vous est proposée aujourd'hui et elle permettra à la collectivité de se placer comme un acteur important du développement économique et social sur le territoire. Merci beaucoup, ce qui permet de saluer en plus la Fondation, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours et que nous avons dignement fêté avec Corinne Chanfray, puisque la Fondation est sur 2 communes. Choisis pas. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée, cher Émeric. Cette délibération, elle concerne tout simplement la réactualisation, enfin plutôt la prolongation de la convention qui concerne la médecine préventive, donc entre la communauté de communes et le centre de gestion des Hautes-Alpes. Donc cette convention, elle prévoit les modalités de fonctionnement tant des actions en milieu de travail que pour la surveillance médicale des agents. Et donc il vous est proposé tout simplement de repartir avec le centre de gestion pour pouvoir remplir ses fonctions de médecine préventive. Et je vous précise également que c'est un coût annuel prévisionnel d'environ 8 000 €. Donc le coût reste inchangé par rapport au contrat actuel. Merci. Est-ce que ça appelle à des remarques? Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Dernière délibération RH, cher Émeric. Oui, merci. Donc cette dernière délibération, c'est tout simplement un avenant à la convention de mutualisation. Vous savez qu'il y a des services mutualisés entre la commune de Briançon et la communauté de communes, pardon, excusez-moi. Et donc c'est tout simplement pour réactualiser les effectifs de cette convention, puisque je vous en ai parlé dans la modification du tableau des emplois. Il y a donc un agent qui sera dédié à 25% donc, aux services mutualisés qui concernent les ressources numériques et informatiques. Donc voilà, tout simplement un avenant pour passer le nombre d'agents qui était prévu à 6 initialement à 7 aujourd'hui. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Olivier Fons, qui va nous présenter les délibérations financières. Alors, tu appuies, et c'est bon. C'est bon? D'accord, donc décision modificative numéro 2 du budget général. Donc ce qu'il faut retenir de cette délibération, c'est qu'effectivement au niveau de la section de fonctionnement, on aura réduit nos dépenses de 415 000 grâce à la fixation définitive des attributions de compensation, mobilité et culture. De l'autre côté, en recettes, ça nous permet effectivement d'enregistrer 662 000 de recettes supplémentaires et donc va nous permettre de virer 1 077 192 de la section de fonctionnement à la section d'investissement, qui nous permet de renforcer nos opérations d'investissement, d'une part en affectant une partie
sur des investissements futurs, donc non encore identifiés, et d'autre part d'assumer tous les petits investissements qui sont prévus, qui vous ont été d'ailleurs détaillés. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des petits montants, mais la résultante de cette délibération est bien l'économie grâce à la prise en compte de la mobilité et des attributions de compensation, bien sûr, et de la culture, qui permet de renforcer notre efficacité d'investissement. Merci beaucoup. Est-ce que cette DM appelle à des questions, Monsieur Finn? N'hésitez pas d'ailleurs, pardonnez-moi, il faut que je vous donne la parole. Allez-y, regardez, demandez-la. Voilà. Hop. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions plus générales sur les. C'est le moment de. C'est une question plus générale. Est-ce qu'on a l'état de la trésorerie Est-ce qu'on connaît l'état de la trésorerie à l'heure actuelle de la communauté de communes? Alors là, ça c'est la question. C'est pire que le prix de la baguette de pain. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'avant la fin du conseil, on essaie de vous donner une réponse. Mais enfin, je pense qu'elle doit être bonne, puisque globalement, le chantier de la cité administrative ne faisant que commencer, il n'y a aucune raison qu'elle soit amputée de grosses sommes. Je vous rappelle qu'en plus, on a un fonds de roulement qui est tout de même très conséquent. Mais on va vous donner cette information avant la fin du conseil. Est-ce que ça appelle à d'autres questions, mesdames et messieurs les conseillers, sur la DM numéro 2? Si ça n'en appelle pas, je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur la décision modificative? Il y a une abstention de Madame Dardenne. La DM2 est adoptée. Cher Olivier, vous avez à nouveau la parole. Alors, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Alors, non, mais juste pour vous expliquer, en fait, en appuyant, vous demandez la parole et je la donne en appuyant sur le bouton ici. Donc, il faut juste prendre 2 secondes de délai. Voilà, excuse-moi. Donc, la deuxième délibération relative aux finances concerne effectivement la provision pour créances douteuses sur le budget général. Donc, on avait par rapport au titre de recettes qui restait à percevoir pour la période 2013-2021, 14 899,25 € à récupérer. On avait provisionné 15%, on avait provisionné en 2022 3 057 € et la règle nous permet de provisionner 15% des 14 000, c'est-à-dire 2 234 €, nous permettant de récupérer 822,11 € de provisions injustement comptabilisées. Merci. Est-ce que vous avez des questions envers Olivier Fons sur ces questions-là? Non, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Olivier, à nouveau. La délibération suivante concerne les provisions. Oui, mais les provisions pour... Créances douteuses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pas pour la collectivité, pas pour le budget général, mais pour le budget assainissement. Voilà, c'était ce que je cherchais. Et comme il n'y avait pas de provision enregistrée, donc nous avons pour la période 2019-2021 1801,41 € 61 de recettes à percevoir, et sur la base de 15%, nous devons constituer une provision qui s'élèvera effectivement à 270,24 €. Merci beaucoup. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Elle est adoptée. La délibération suivante, peut-être Olivier, on peut la faire à 2 voix et répondre aux questions, puisque vous connaissez le principe des autorisations de programme et des crédits de paiement. Et tout simplement, vous retrouvez, et je pense que c'est assez pratique parce que ça permet de suivre l'ensemble des AP ouvertes. Alors certains sont éteintes ou en voie d'extinction, mais ça vous permet de suivre très précisément l'ensemble des opérations qui sont lancées. Vous y retrouvez la cité administrative avec le plan de financement détaillé. Je trouve qu'en termes de transparence budgétaire, c'est quand même un sujet qui est assez bien résumé, c'est assez pratique. Vous trouvez l'ensemble des financements liés au point d'apport des ordures ménagères, aux infrastructures numériques, etc. etc. Ce sont des éléments de prospective qui sont intéressants. Et peut-être pouvons-nous répondre si vous avez des questions détaillées sur l'un ou l'autre de ces sujets. Mais globalement, vous connaissez les sujets et vous en avez connaissance. Peut-être juste vous préciser concernant la cité administrative que nous avons en commun paille un CAO tout à l'heure.
avalisé quelques travaux supplémentaires liés à des entreprises de TP qui travaillent, je ne les cite pas, mais elles travaillent en ce moment même, mais qui ne sont pas de montants très importants. On est à moins de 100 000 euros, sauf erreur de ma part. Ni plus ni moins que lié à des découvertes après le curage. C'est notamment, il y a un sujet avec les escaliers, il y a un sujet avec les conduits de cheminée, il y a un petit sujet avec les échafaudages. Enfin, c'est pas majeur, mais voilà, vous dire qu'il y a à ce stade des travaux supplémentaires qui ne sont pas élevés et que ce qui a été modifié, c'est globalement le plan de financement global lié bien entendu à l'ouverture des plis qui n'était pas sensiblement la même, même si on n'a pas eu par rapport à d'autres projets de surprise énormes. Enfin voilà, on voit bien globalement que tout coûte cher par rapport à avant la guerre en Ukraine, bien entendu. Ah, oui. Voilà. Je vais mettre... Oui, Madame Dardenne, je vous en prie. Attendez, bougez pas. Regardez, quand vous appuyez une fois, regardez, appuyez. Voilà, et hop, c'est bon. Justement, par rapport à la cité administrative, par rapport au plan de financement global, on en est où du montant aujourd'hui du coût de... Dans la PCP. Eh ben, vous avez l'AP justement qui est, justement, vous avez l'AP qui est, sous vos yeux. On est à 3 millions d'autofinancement. Vous avez un autofinancement mis à jour. Alors, mais le tableau, le tableau est assez clair. On a une AP globale. On a une AP globale ouverte et vous voyez globalement sur l'année 2023 et vous l'observez très clairement, on est sur une différence d'à peu près 1,6 million à 1,7 million. Ce que je vous propose, si jamais vous voulez un détail assez précis, c'est qu'on peut tout à fait vous faire passer une petite note sous la maîtrise d'ouvrage pour le coup de Romain Jacob pour que vous ayez un détail très précis de l'aspect dépenses et de son évolution entre la phase concours et la phase actuelle. Et je vais vous donner les chiffres les plus précis. Sachant qu'aujourd'hui on est à 20 millions d'investissements. Non, on est sur une AP ouverte à 20 millions, on n'est pas à 20 millions de dépenses. Hein, voilà. Ce stade, hein. Non, ouverte. Mais je préfère vous donner des chiffres extrêmement précis si vous en êtes d'accord. Si je les ai de la manière la plus précise avant la fin du conseil, je vous les donne. Là, vous avez l'ensemble des AP ouvertes. Je voudrais vous donner juste la différence très précise entre le dossier en phase concours et le dossier tel qu'il est après l'ouverture des plis. Mais voilà. Inévitablement, il y a eu des hausses, bien entendu, puisque sur chaque lot, globalement, on avait on a eu des hausses quand on était en CAO, hein, bien entendu, puisque la phase concours était avant la guerre, et là, on est sur des montants qui sont sensiblement différents, mais on va vous les donner de manière très précise. D'accord. En sachant qu'on doit être, d'ailleurs, je ne sais plus quand on a voté une mise à jour du plan de financement, mais on a dû en voter une assez récemment. Je vais vous donner ces éléments assez rapidement, et sinon on le fera par écrit à votre attention. Oh ben, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Je vais mettre la modification des APCP aux voix. Ah pardon, monsieur Film, vous avez demandé la parole. Yes. Donc, vu les sommes que vous annoncez, là, 1,7 million, on est à peu près à 10%, c'est ça? Je pense qu'on est même un peu au-dessus, mais je préférerais vous donner les chiffres les plus exacts. Est-ce que les partenaires, et là-dessus je pense qu'on peut vous faire confiance, ont été sollicités pour revenir sur un taux de financement qui soit oui, et en plus de ça, vous le savez, on a même eu des subventions que nous n'espérions pas, puisqu'elles n'existaient pas à l'époque, puisqu'on a été à la fois éligible et subventionné au titre du fonds vert. Donc on a globalement un niveau de recette qui augmente lui aussi. Oui. Vous le voyez d'ailleurs dans la paix très clairement, puisque vous avez un total de recettes qui est à 16,7 millions d'euros, et que la seule chose à y déduire, c'est la vente du bâtiment, encore que on peut la comptabiliser dedans. Mais globalement, à partir du moment où vous réduisez ces 16,6 millions d'euros de la participation de la ville de Briançon, qui est elle de 3,6 millions d'euros, vous pouvez voir que nous avons eu de la DETR et nous aurons de la DETR jusqu'à 2024
le fonds friche pour 500 000 euros, le fonds vert pour 500 000 euros, 2,5 millions de la région, 2 millions du département et 2,7 millions. Donc on est sur globalement un projet qui à ce stade est un autofinancement de 3,5 millions d'euros environ pour la ville d'un côté, pour la CCD de l'autre. Donc on est quand même sur un projet qui arrive enfin, on est capable aujourd'hui, grâce à notre plan de financement, de sortir 3 millions à peu près par collectivité pour sortir un projet à 18 ou 20 millions d'euros. Donc c'est quand même vraiment acceptable puisqu'on sera sur... enfin, voilà, je vous laisse faire les taux, vous les connaissez, je ne veux pas être insultant vis-à-vis des financeurs, mais je crois qu'on est plutôt très bien financé sur ce projet. Voilà. Oui, peut-être, merci en tout cas d'avoir posé la question, mais ça me permet quand même de... Oui, bien entendu, les dépenses sont mises à jour, mais enfin les recettes aussi, et vous l'avez bien entendu sur la fiche d'AP. Mais on va vous donner le détail précis. Mission a été donnée immédiatement à Romain. Du coup, je mets cette délibération d'APCP aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? S'il n'y en a pas, il y a une abstention. Très bien, la délibération est adoptée. La parole est à nouveau à Olivier Fons pour la subvention du budget général. Voilà, juste dire qu'effectivement les budgets annexes normalement sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être financés par le biais d'un budget général, sauf lorsqu'effectivement les investissements à prévoir sont de telle sorte qu'ils vont impacter fortement le prix de l'eau, enfin le prix de l'assainissement, pardon, et donc dans ce cas-là, il est autorisé de virer du budget général une subvention au budget d'assainissement pour lui permettre d'effectuer ses travaux, et en l'occurrence ce sera donc 300 000 qui seront versés du budget général au budget annexe de l'assainissement, charge qui était prévue au budget primitif. En rappelant les opérations d'ampleur qu'on a initiées, notamment le raccordement des hameaux du Monétier-les-Bains, mon cher Jean-Marie, mais aussi les extensions et dévoiements de réseau qui soit ont été réalisés, je pense à des sujets sur la commune de La Salle notamment, soit qui sont en cours. J'aurais pu citer Servières d'ailleurs aussi, qui est un sujet hors contrat de DSP, mais ces sujets-là avancent plutôt très bien et je m'en réjouis. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a une abstention, je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à Jean-Marie Ray. Vous m'entendez? Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, cette délibération numéro 14 concerne Altipolis, une modification de la grille tarifaire avec l'ajout de services. Alors, je rappelle qu'en janvier 2023 a été inauguré au sein des locaux d'Altipolis le SimLab, donc du Briançonnais. Donc, cette opération a pu être menée grâce à un financement d'Alcotra au titre du PITER, Cœur Solidaire. Dans un premier temps, les services étaient plutôt orientés grand public, donc piloté aussi par l'association qui s'appelle, attendez que je regarde bien, Au Coin du Jeu. Donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait proposer aux entreprises. Donc, du coup, on a aménagé une salle de 12 places avec un écran numérique. Du coup, ça permettra de proposer des services aux entreprises et de bénéficier en même temps de ce qu'on peut trouver, tout ce qui est formation pour leurs salariés à l'utilisation des machines à commande numérique. Donc, du coup, ça a nécessité de créer des produits avec une grille tarifaire. Donc là, on va pouvoir proposer trois produits, un pack créativité, donc c'est la location de la salle, un pack accompagnement avec le Fab Manager qui peut les aider, et puis un pack Fab Lab avec la création éventuellement d'équipements qui pourraient être issus de l'utilisation des commandes numériques. Voilà. Du coup, on va pouvoir aussi proposer des plaquettes signalétiques à destination des locataires d'Altipolis à des prix concurrentiels, puisque c'est nous qui allons pouvoir les fabriquer. Et l'idée, c'est de permettre aussi aux entreprises de former leurs salariés à l'utilisation des commandes numériques. Donc, je proposerai dans cette délib d'adopter les 3 modifications tarifaires. Les autres tarifs restent inchangés. Merci beaucoup. Est-ce que ça n'a pas là des remarques? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et du coup, j'ai pris le temps de juste relire les APCP en détail. Donc, je vous confirme, on est sur 18,3 millions d'euros de travaux
le reste étant soit des dépenses liées à l'accompagnement, à la maîtrise d'œuvre, etc. Et on est sur 16,6 millions de recettes. Donc c'est un projet global dont la paie est ouverte pour 20 millions. Je précise que les montants que vous avez sous les yeux sont des montants post-commission appel d'offres, ce qui veut dire que ce qui peut éventuellement les faire bouger aujourd'hui, vu que maintenant on a attribué tous les lots, ce sont des travaux supplémentaires éventuels si on avait des mauvaises surprises, mais on est sur un financement qui est maintenant définitif. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir se dire que notre communauté de communes peut porter des projets de cet ordre-là. Je pense qu'on n'a pas tous les jours porté des projets à 20 millions d'euros en ne décaissant en réalité que un petit peu plus de 3 millions, même si j'aurais préféré. Voilà. Mais on vous donnera par contre le détail de l'évolution du prix, parce que bien entendu, il y a des changements majeurs avec la phase concours. Et je pense que tout un chacun pourra les comprendre, puisque le concours s'est déroulé durant l'année, en l'occurrence 2020 et 2021, ce qui a significativement changé la donne à 10% d'inflation tous les ans depuis. J'ai fait voter la délibération numéro 14 et je passe la parole à Corinne Chanfray qui va nous parler GEMAPI. GEMAPI à la Rura et GEMAPI à Nevache, ma chère Corinne. Il faut appuyer qu'une fois. Alors, tu réappuies. Voilà. Merci. Merci, Président. Mais en fait, il faut parler quand c'est rouge. Alors, normalement, on s'arrête quand c'est rouge. C'est la petite perturbation. On risque de les garder dans la cité administrative voilà. Et de ne pas les racheter. Alors, je vous suggère de vous habituer. Bon, allez. Alors... C'est un problème avec le rouge, cher ami? Pas du tout. Donc, oui, ça concerne donc notre compétence GEMAPI, puisque donc dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes a effectué un état des lieux des différents systèmes d'endiguement. Donc, pour la Rura à Briançon, donc il y a des niveaux de protection qui ont été identifiés, qui sont au nombre 2, sur des protections décennales et ventales. Et donc, en fait, c'est pour vingtenales, pardon. Et donc, c'est pour prendre acte donc de ce niveau de protection. Très bien, merci. Est-ce que ça satisfait? Pas de problème, merci. Je vais mettre cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Corinne, je te repasse la parole. Merci, Président. Donc, toujours dans le prolongement de la délibération précédente, donc effectivement, on a identifié cette digue donc avec un certain nombre de moyens de protection et donc la communauté de communes doit surveiller, notamment au moment des épisodes de crues torrentielles. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de service technique au niveau de la communauté de communes, mais par contre, la ville de Briançon donc a des services avec des compétences. Donc, ce qui vous est proposé, c'est une convention qui permettra effectivement aux services techniques de surveiller en cas de crue l'état de la digue. Bien évidemment, ça donnera lieu à rémunération. Et ce qui est, je pense, intéressant, c'est que ça pourra être appliqué, enfin on l'espère, à d'autres communes. Voilà. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions pour Corinne Chanfray sur ce dossier? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Parlons donc de la plaine alluviale de Nevache, s'il vous plaît. Oui, où nous étions vendredi, n'est-ce pas, Claudine, voilà, pour une réunion publique autour, effectivement, de ce dossier qui est un petit peu ancien, hein, je crois, enfin, ça datait de 2018, mais en tous les cas, on a maintenant pour mission de pouvoir effectuer un certain nombre de travaux, donc pour protéger et bien surtout les zones habitées. Donc, bien évidemment, actuellement, il y a un processus qui est lancé de négociation avec les différents propriétaires, puisqu'il y a différentes phases, il y a 3 phases normalement sur ce chantier. Mais ce qui vous est proposé ce soir, c'est qu'on puisse valider le principe de la servitude d'utilité publique et que parallèlement, on continue les négociations, puisque de toute façon, il y aura l'année prochaine une enquête publique sur ce projet qui est assez vaste et qui nécessite sans doute encore des améliorations. Mais voilà, on y travaille. Les services notamment, et que je remercie parce que c'est vrai que c'est pas un dossier facile, que parfois les habitants de Nevache ne sont pas toujours faciles, mais en tous les cas, on s'y emploie
On fait beaucoup de pédagogie et on ne désespère pas d'y arriver, n'est-ce pas, Claudine? Alors, il va de soi que naturellement, je valide et je soutiens tous les propos de ma vice-présidente, comme de tous mes vice-présidents. Mais je vais quand même laisser le mot de la fin à Madame le maire. Hein. Alors, c'est bon. Bon, ça sera retranscrit, hein, retransmis à mes habitants de... Bon, je pense pas être la seule. Je me Et permets juste de j'espère, vous en rappeler tout que cas, c'est mais... bon. Névache et Saint-Chaffré, c'est pas très loin quand même. Hein. Faites attention toutes les deux. Hein. C'est ça, c'est ça. Oui, je rebondis un petit peu sur les propos de Corinne pour vraiment la remercier et surtout sous son égide les services qui ont tenu bon et qui sont allés au front et c'était pas facile et ils ont fait un super boulot, notamment Julie qui a vraiment bossé sur ce dossier qu'on croyait simple, qu'on croyait acquis, et puis en fait, pas du tout, parce que ça touche du foncier, ça touche les personnes, et voilà. Donc, merci à Corinne et merci au service. On a eu 2 réunions publiques, donc c'était pas facile, mais ça s'est fait et j'espère qu'on poursuivra sur cette lancée. Et voilà, maintenant il y a l'enquête publique et il faut aller plus loin et on ira plus loin. Merci. Merci, chère Claudine, et merci d'avoir remercié et félicité Madame Duchalet, que je remercie par ailleurs, puisqu'elle a une autre grande qualité, comme plusieurs autres agents de la communauté de communes, et qu'il faut saluer, c'est d'être sapeur-pompier volontaire. Ce qui n'est pas évident quand on pilote des chantiers comme ceux-là. Merci beaucoup, je vais donc mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Pierre Leroy pour l'avenant numéro 2 à la DSP des transports, cher Pierre. Donc oui, l'avenant numéro 2 sur la concession de service public, quand on a pris la compétence, vous le savez, l'objectif c'était de faire aussi bien, puis mieux, y compris sur la tarification. Il se trouve qu'on a voté ensemble une tarification sociale et on s'est rendu compte par la suite que certains bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé échappaient à cette tarification sociale. Donc on a été sollicité à ce sujet et c'est la raison pour laquelle vous êtes sollicité aujourd'hui pour envisager donc la création d'un abonnement annuel gratuit à destination du public bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Je rappelle quand même, parce que je pense que c'est bien de le redire, qu'à ce jour, la collectivité subventionne de 76 à 100% le transport public. Donc c'est bien de le redire. Et là, en l'occurrence, c'est une tarification gratuite pour les personnes donc, qui bénéficient de cette allocation adulte handicapé. Son impact prévisionnel, il est évalué à 36 480 € par an, en sachant que c'est difficile de l'évaluer précisément parce que tout dépend des personnes qui feront appel à cette aide. Voilà. Et c'était un engagement que nous avions pris devant le comité des transports. Je pense que c'est la moindre des choses que nous leur devons. Voilà. Donc je vous soumets cette délibération aux voix. Oui, Madame Dardenne, pardon, vous vouliez la parole ou c'est une abstention? Vous voulez la parole? Très bien. C'est bon, merci. Plusieurs choses. D'abord, vous remercier les salariés et puis les élus aussi qui se sont investis dans le cadre de la semaine de la mobilité mercredi dernier sur cette belle matinée qui donc s'est déroulée sur le marché de Briançon. J'ai trouvé que cette journée et ces échanges étaient très intéressants, fructueux. On y a appris des choses et donc merci beaucoup. J'ai regretté que l'après-midi on n'ait pas pu faire la fresque sur la mobilité puisqu'il y avait malheureusement seulement 2 inscrits, donc c'est vrai que c'était dommage. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'était un problème qu'on a soulevé en commission et hier aussi la commission des délégations de services publics locaux. C'est vrai, Pierre, que tu dis aussi bien mais mieux. En fait, on s'aperçoit quand même que pour certaines personnes et pour certaines catégories de personnes, c'est pas forcément mieux. Et c'est dommage, je le répète, par rapport aux choix qui ont été faits sur la tarification donc pour les enfants scolarisés, en tout cas pour les Briançonnais.
donc pour les enfants en primaire et pour les collégiens et les lycéens. Et en plus, aujourd'hui, on en a parlé aussi encore également hier, pour certaines familles, l'obligation de prendre deux cartes d'abonnement, celle de la carte Zoo et celle de la carte Altigo. Donc c'est vrai que si c'est quelque chose qui peut être affiné, rediscuté, ça serait bien. Et enfin, une autre question qui est indirecte par rapport à cette délibération, mais c'est par rapport au réseau Pouce. Donc effectivement, mercredi matin, on a appris que la mise en place du réseau Pouce était encore reculée. Et donc, je voudrais dire que je trouve que c'est dommage. Et je voudrais savoir, vous, quelle réponse vous apportez à ça, puisque j'ai eu que des réponses de techniciens, mais qui voilà, Pierre Leroy va vous répondre sur l'ensemble de ces sujets. Merci. Concernant le réseau Pouce, de toute façon, c'est vrai qu'on l'attend avec impatience, hein. Il suffit, moi de chez moi, je vois la nationale entre l'Argentière et Briançon à 8 heures. Et c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est toutes ces voitures avec une seule personne dedans. Et je suis persuadé que le réseau Pouce peut vraiment répondre à ça. Donc c'est vrai que je suis pressé, hein. On avait parlé du mois de mars, du mois de mai, du mois de juin, du mois de septembre. Donc, sauf que ça va se faire. Après, il faudra qu'on soit tous ambassadeurs de cette histoire. Donc, il va falloir qu'on communique aussi au sein des communes. On va se faire le relais. Maintenant, c'est le département qui a ça à sa main. Je doute pas que ça va se faire. Il faut encore un peu patienter, mais voilà, je pense que ça va se mettre en œuvre dans pas très longtemps. Et je suis certain, moi, que ça aura un impact. En tout cas, aux endroits où le réseau Pouce a été mis en place, les résultats ont vraiment été favorables. Et quand on est sur une situation géographique comme la nôtre, avec des fonds de vallée, c'est clair que là, c'est pas éclaté. La direction, c'est Briançon qui est centrale, quoi, entre la vallée de la Guisane, voire même monter, on parlait tout à l'heure, monter à Montgenèvre. En fond de vallée, c'est vrai que c'est facilitant pour ce type d'objet. Donc, je ne sais pas exactement à quelle date, moi j'ai pas eu d'informations récentes, il faudrait que je le voie avec Isabelle, je ne sais pas à quelle date vraiment il va démarrer. Voilà, on patiente, mais ça va se faire. Et bon, merci Pierre. Et sur la question, je vous formulerai naturellement la même réponse que je l'ai faite en commission. N'oublions pas que on est sur un abonnement pour les jeunes, pour les plus petits, de 5 € par mois et de 10 € par mois pour les un peu plus grands, les collégiens et les lycéens. Et n'oublions pas surtout que déjà c'est une harmonisation et que nous n'avions pas les mêmes tarifs entre ceux qui étaient en périmètre ligne régionale et ceux qui étaient en périmètre ville de Briançon. Mais n'oubliez pas que par contre maintenant nous avons le même réseau. C'est-à-dire que pour 5 € par mois, on a accès à la totalité du réseau de la CCB, ce qui est un changement majeur. C'est-à-dire que l'enfant qui habite dans la vallée de la Guisane ou en Haute-Romanche, il peut aller jusqu'à Briançon et derrière, il peut aller à la médiathèque, il peut aller vers la zone, il peut aller où il veut. Et que ça, c'est un changement qui est quand même majeur et qui offre un niveau de service qui est quand même beaucoup plus important pour un prix qui est tout simplement soit le même, soit moins cher que ce que payaient 12 des 13 communes. Bon, je voudrais quand même le dire, hein, c'est un réseau qui est subventionné, Pierre l'a dit, à quasiment 8 € sur 10 de son coût réel. On peut avoir un débat sur la gratuité pour tous, etc. Je pense que ce débat, on peut l'avoir de manière saine que si on l'a, eu égard aussi aux tailles de collectivités. Et je pense qu'en zone urbaine, ce n'est pas exactement les mêmes débats qu'en zone de montagne et en zone rurale tout court. Donc on a quand même des tarifs qui sont extrêmement favorables, très peu chers et qui en plus diminuent en fonction du nombre d'enfants, puisque on a voulu bien entendu essayer d'aider le plus possible les familles nombreuses. Donc on est sur un niveau de service qui est bien meilleur. On n'a qu'une seule carte pour prendre un seul bus, alors que souvenez-vous de la complexité du réseau dès lors qu'on avait des lignes régionales à droite, des lignes
municipal d'un côté, un réseau de transport du tube, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment une hausse de service qui est extraordinaire. Maintenant, bien entendu, ce réseau, il peut évoluer, il évoluera, ou on en est déjà au 2e avenant et pour des bonnes raisons. Et je pense qu'on sera amené à l'avenir à prendre des décisions. N'oubliez juste pas que voilà, tout cela a un coût et qu'il faut qu'on le maîtrise un tant soit peu. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt satisfait. Je voudrais en plus féliciter l'exploitant puisque la mise en place s'est faite sans accroc et c'était bien l'essentiel à ce stade. Je rappelle accessoirement qu'au passage, c'est un réseau qui a permis de diminuer de 90% son émission de CO2 et accessoirement qui nous permet d'avoir beaucoup moins de gros véhicules qui sont moins polluants, qui sont plus pratiques pour la circulation. Je crois vraiment que c'est un réseau qui est écologique, beaucoup plus efficace et qui offre, je crois, à tout le monde un système qui est beaucoup plus connecté. Donc à ce stade, Paris réussit. Maintenant, j'entends les débats sur la tarification, c'est jamais parfait. Moi, je voudrais bien que tout ça gratuit, je voudrais bien ne pas payer d'impôts aussi, mais enfin, voilà, je crois qu'on a des sujets qui malheureusement nous obligent à prendre des décisions responsables. En tout cas, je suis tout à fait ouvert à ce qu'au fur et à mesure des années, on ait une discussion sur déjà le bilan financier, que les décisions que vous serez amenés à suggérer, on les prenne tous en conscience de ce que ça coûte à la collectivité et donc aux contribuables. Mais voilà, en tout cas, je crois qu'on est sur quelque chose qui est honnêtement le meilleur équilibre que nous pouvions trouver à ce stade. Je terminerai juste en rappelant que le financement du réseau est aussi celui que les communes ont bien voulu distribuer et rendre à la CSAD avec les AC. Donc on a fait aussi à partir du réseau existant, ce qui était une contrainte. Tout de même, je me permets quand même de le préciser, mais voilà, pour vous répondre, tout à fait ouvert dans tous les cas à ce qu'on regarde ce réseau avec l'idée qu'il évolue dans tous les cas, que ce soit sur le niveau de service, bien entendu, ou sur la tarification, tout en disant que, bien entendu, voilà, on ne peut pas prendre des décisions qui coûtent budgétairement sans en être bien conscient des conséquences. Voilà, ça, je pense et puis on va avoir les chiffrages de l'utilisation qui vont être déterminants. Qui seront déterminants. Ça va être déterminant pour, dans les 3 ans à venir, faire encore mieux. Moi, je suis persuadé que ça va vraiment être encore plus positif. Il faut qu'on ait les chiffrages. On n'a pas de chiffrage sur l'usage aujourd'hui du réseau. Et ça ne va pas tarder. Et en plus, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à notre délégataire, parce que vous avez voté pour que ça soit la propriété de la communauté de communes. Donc là, moi, je pense que ça sera riche de discussions à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vais donc du coup mettre la délibération aux voix. Ah non, pardon. Ouais, Monsieur Pic, pardon. Ouais, non, moi je voulais juste... enfin, le réseau, c'est très bien, tout ce que... Mais moi, ce que j'invite aussi à discuter avec les départements de l'extérieur. Donc, j'ai fait un appel il y a pas très longtemps où tu vas recevoir la lettre. Mais ce qui est important pour nous, par exemple, qui sommes en bout de ligne, nos gamins sont obligés de prendre 2 cartes. Et ça, financièrement, c'est lourd aussi. Pour les 3 cartes avec Zou. Ouais. Mais c'est un peu lourd aussi. Il faut vraiment qu'on se penche dessus. Alors, je veux bien qu'on le regarde en détail parce que j'ai eu cette question qui m'est arrivée en l'occurrence voilà. par, globalement, par la Comcom de Bourdoisan. C'est ça. Et je sais que les services ont apporté une réponse montrant qu'il y avait une possibilité de n'avoir qu'une seule ligne. Mais je veux bien qu'on l'objective. Voilà, mais je pense que. parce que je crois que ça dépend des horaires en fait. C'est ça, déjà. Mais je me suis fait un peu le pivot de la CCB, excusez-moi, j'ai pris l'initiative, mais d'une réunion avec la communauté de communes de la CCO de l'Isère, qui est notre voisin, et on a de la chance parce que un des vice-présidents de la région chargé de la mobilité, c'est Jean-Yves Noiret, et donc on va se concerter en tout cas, et je pense qu'il faut qu'on fasse avancer la chose. Merci, merci à toi. À la limite, peut-être qu'on peut proposer tout simplement, Pierre, que tu puisses être à l'initiative de mettre tout le monde autour de la table en prendant à la Grave ou à Bourdoisan dans les jours qui viennent. Je pense que c'est la meilleure des choses parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des sujets sur les horaires. Et donc, non, mais voilà, si Pierre en est d'accord, je vous propose que vous puissiez, avec Guy Vernet, bien entendu, à Bourg, vous voir tous assez rapidement et qu'on fasse avancer ce sujet. Pierre, est-ce que tu présentes les 2 délits assainissement ou est-ce que je le fais? Alors je te laisse le faire, je t'en prie. Donc ça concerne les voisins. Vous savez qu'on fait partie de la coopération du sillon alpin pour le développement durable des déchets. Et ça, depuis un certain nombre d'années, c'est essentiellement des collectivités de l'Isère. Ça nous a permis ces dernières années d'avoir des aides juridiques
conséquente pour un tarif à 250 € par an. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on avait fait la convention avec Loisan sur la collecte des déchets sur la Grave Villard d'Arène. Donc pour nous, c'était quelque chose d'important. Là, il se trouve qu'on est sollicité, parce qu'elle fait partie des statuts, parce que la communauté de communes du Pays des Écrins souhaite rejoindre le sillon alpin. Alors pour nous, au lieu de payer 251 €, demain on va payer 250 € si vous validez l'entrée de la communauté de communes du Pays des Écrins dans le sillon alpin, qui ont aussi besoin d'aide juridique sur leurs travaux sur les déchets. Donc c'est 1 € par an qu'on va gagner, voilà, en faisant rentrer un collègue dans la discussion. Très bien, merci. On me dit que je n'aurais pas fait voter l'avenant en DSP Transport, c'est ça? Très bien. Alors du coup, je vais mettre au voie la délibération numéro 18, c'est-à-dire la DSP Transport dans son avenant numéro 2. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas, elle est adoptée. Et je vais vous demander si vous avez des questions sur le sillon alpin. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix aussi. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Et Pierre, de nous présenter la délibération sur les exonérations de ces classiques. Voilà, c'est tous les ans, hein, vous êtes sollicité pour exonérer les entreprises qui ne bénéficient pas du service de la communauté de communes. Donc vous avez la liste. Donc c'est un vote annuel, tous les ans on a le même vote. Les exonérations évoluent suivant les années, ça monte, ça descend. C'est depuis 2019 hein, qu'on met ça en place. Là en l'occurrence l'exonération est de 97 502 € pour l'année 2024. Donc encore une fois, c'est les entreprises qui ne bénéficient pas du service de la communauté de communes et qui sont habilitées à nous solliciter pour ne pas payer. Merci. Je vais donc la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Il vous est ensuite proposé de modifier le tarif de l'Eden Studio en rajoutant un tarif à 5 €. C'est dans les tarifs réduits pour la séance du mardi, c'est suite à la fermeture hebdo. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Jean-Pierre Pic pour l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est bon. C'est bon. Non, mais moi, c'est juste une petite modification de tarif, c'est-à-dire qu'elle est ouverte l'hiver, cette aire du voyage, et c'est juste pour réadapter les tarifs saisonniers, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ça. Très bien, et peut-être peut-on préciser d'ailleurs et le partager avec les élus de Puy-Saint-André et les élus de Villars-Saint-Pancrace que ça s'est très bien passé cet été sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Et je crois que c'est quand même une très bonne nouvelle et on peut s'en féliciter. S'en réjouir. Ouais, tout à fait. Si ça n'appelle pas de questions, je mets cette délibération numéro 22 au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et enfin, je vais me permettre de vous présenter la dernière session du FSST qui, pour la première fois depuis le début du mandat, sera consommée à 100% cet exercice budgétaire, ce qui me semble, cela dit, assez normal, puisque en année 3 du mandat, tout le monde est en phase de réalisation des travaux. Il vous est donc proposé de voter 645 € pour la commune de Servières, c'est l'aménagement du sentier de l'Alpe, 50 857 € pour la commune de la Salle-les-Alpes pour les travaux de voirie du chemin de l'école, de la place de l'église et l'aménagement de l'îlot central, j'imagine l'îlot central de la RD 1091, après la station Total. Là, on va faire des heureux puisqu'on va enlever l'enrobé, on va mettre de la pelouse. Très bien. Ensuite, 25 748 € pour la commune de Montgenèvre, c'est l'aménagement du parc de loisirs. La commune de La Grave pour 6 696 € pour les travaux de voirie sur la route de Chazelet du hameau de Terrasse, on n'a pas modifié la TIB. Puis Saint-Pierre, 3 167 € pour la réfection du chemin du ruisseau, cher Vincent. Puis Saint-André, 3 150 € pour des remplacements de mâts d'éclairage public. Et enfin, enfin c'est tout, je n'ai rien oublié. Et donc, nous aurons consommé la totalité du fonds. Je rappelle qu'on a un certain nombre de dossiers en instance qui viennent d'être déposés, qui émanent de plusieurs communes, Monétier, la Salle-les-Alpes, je crois que c'est à peu près tout. Et Montgenèvre aussi, et qu'on les examinera bien entendu après le vote du budget 2024, parce que sinon je vais passer un sale quart d'heure. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le FSST fonctionne et que accessoirement nos communes sont dynamiques.
Y a-t-il des questions sur la dernière programmation FSST? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a une abstention. Merci, la délibération est adoptée. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du Conseil communautaire en vous souhaitant une bonne et agréable soirée. Merci à toutes et à tous.